Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, afin de terminer l'année 2023 en beauté, je vais vous parler d'un film qui m'avait beaucoup touché à l'époque, sorti en 2016, quelques minutes après minuit. Alors c'est amusant parce que tout à l'heure, quelques minutes après minuit, il sera déjà 2024. Réalisé par Juan Antonio Bayona, adapté d'un roman intitulé en version originale A Monster Calls, écrit par Patrick Ness, sur une idée originale, et c'est ça qui est terrible, de l'autrice Siobhan Dowd, qui malheureusement est décédée avant de mettre un terme à son œuvre, ce qui fait écho avec ce qui se passe dans le film d'ailleurs. Et au casting, nous y retrouvons dans le rôle du monstre, niveau vocal uniquement, Liam Neeson, et le jeune garçon héros du film est joué par Lewis McDougall. Citons aussi la présence de Felicity Jones, qui joue la mère, qui est malade, Sigourney Weaver, la grand-mère assez stoïque et un petit peu méchante au regard du fils, petit-fils du coup pour elle, et Toby Kebbell joue le père qui vit aux États-Unis avec donc une nouvelle famille. Il y a aussi Geraldine Chaplin qui joue, je crois, la directrice de l'école là. Et alors évidemment il s'agit d'un conte fantastique assez dramatique dont j'ai lu le bouquin depuis. C'est ça qui est intéressant. Ce qui fait que j'ai regardé à nouveau ce métrage d'un œil nouveau. Et on va suivre l'histoire de Connor O'Malley, qui est un jeune britannique âgé de 12 ans environ, qui doit affronter au quotidien la maladie de sa maman, qui est vraiment en phase terminale, hein, ça se sent, mais lui il se refuse à cette réalité. Et d'ailleurs, il est dans son monde à lui, quelque part entre cauchemar et rêve, où imagination artistique, puisqu'il dessine beaucoup, ce qui fait que... Alors tout le monde est au courant hein, de la condition de sa maman. À l'école, il est harcelé par certains de ses camarades, qui savent qu'il est un peu protégé par ses profs, parce que, oh là là, le pauvre, il souffre. Et en parallèle, Connor, il ne s'entend pas avec la grand-mère qui vient aider quand même, hein, parce que bah, c'est la mère de sa mère, quoi. Et ça va pas du tout pour le jeune garçon, mais il reste un petit peu entre deux mondes, comme cela. D'ailleurs, ça va au bout de cette idée lorsque, quand il rêvasse en tout cas, un moment, il fait appel à un monstre qui, on va dire, prend l'apparence de cet arbre qui est en face de chez lui, un if, et donc, pouf, comme ça, il va prendre vie. Et alors, il va se passer quelque chose d'assez étonnant. Cette créature va lui proposer 3 histoires qu'il va lui raconter comme cela, afin qu'il apprenne des choses, et lui demander après donc de raconter sa propre vérité, qui sera une 4e histoire. Bon, il se laisse un petit peu faire, hein, il n'a pas trop le choix, Connor. Peut-être qu'il pense vraiment qu'il fait des cauchemars et des rêves, hein, bon, ça. Mais au fur et à mesure, il va se rendre compte que ces histoires ont un lien avec ce qu'il vit. Et le deuil qu'il se refuse à préparer au final, parce que bah, sa mère ne va pas mieux. Hein. Ses traitements échouent les uns après les autres, et il va bien falloir un moment que Connor fasse enfin face à la réalité. C'est un film terriblement poignant, évidemment, parce que il parle donc du deuil potentiel d'un jeune enfant face à la disparition programmée et prématurée de sa maman, et à quel point la souffrance est là avant même que la maman soit partie, tant et si bien que Connor devient cet être invisible, qui va être compté dans la 3e histoire, hein, très vite fait, et qu'il perd pied avec le monde dans lequel il vit, et du coup, il s'oublie à la réalité, il en oublie de vivre. Et c'est vraiment extrême à ce niveau-là, parce que l'on voit ici donc un jeune gamin, qui est trop vieux pour être un enfant, mais trop jeune pour être un homme, qui est vraiment entre deux âges, entre deux mondes, qui ne peut pas vivre sa vie parce qu'il refuse la fatalité, il refuse de lâcher prise. Donc c'est un thème qui est universel, parce que, bah, enfin, toute proportion gardée, hein, ça dépend si des jeunes vivent cette situation, par exemple, et je pense que c'est vraiment réaliste dans le sens où n'importe qui, face à un deuil qui est face à soi, mais qu'on refuse d'admettre, enfin un deuil, quelque chose qui va en tout cas amener au deuil, mais qu'on ne veut pas vraiment affronter, on va vivre cette situation-là dans un déni perpétuel qui va faire qu'on ne peut pas avancer soi-même dans l'existence. Et à l'âge de 12 ans, il n'y a rien de plus terrible, puisqu'il est en train d'entrer dans l'adolescence,
Et il y a cette colère en lui qu'il refuse aussi, à cause de ce qu'il refuse réellement. Et ces 3 histoires qui vont lui être contées vont le mettre face à quelque chose de palpable, dans le sens où l'être humain, quel qu'il soit, n'est pas foncièrement ou bon ou méchant, mais un peu les deux. Le monde est fait de nuances, lui-même il en est rempli, et la réalité est souvent synonyme d'injustice. C'est ce dont il va faire l'apprentissage ici. Et c'est vraiment mais extraordinaire sur ce plan-là, et dans l'écriture, c'est génial. Et d'ailleurs, c'est Patrick Ness, l'auteur, qui est aussi au scénario ici. Il en reste donc la réalisation. Et là, je suis un petit peu embêté, mais alors, tout petit peu, hein, parce que comme j'ai lu le bouquin depuis, ça m'a remis en perspective le film en lui-même, qui, bon, bah, m'avait vraiment ému aux larmes la première fois. Là aussi, hein, enfin, c'est pas loin, là ça n'a pas coulé, parce que bah, forcément tu connais l'histoire, même doublement, hein, entre-temps, hein, parce que quand tu découvres les écrits, voilà, hein, forcément. Et bah, en fait, je me suis rendu compte que bah, l'histoire écrite est encore plus forte. Cependant, c'est ça qui est un peu paradoxal, Bayona excelle dans ce genre de narration et de mise en forme de l'histoire. C'est peut-être un poil trop classique par moment, c'est quelque part, si vous voulez, entre Spielberg et Guillermo del Toro. Bon, c'est Bayona aussi, hein, évidemment, puisque bon, il y a le côté imaginaire et l'enfance, hein, avec le père absent, bon, qui revient de temps en temps. Bon, là, on est dans du Spielberg, hein, le conte mélangé à la réalité. C'est pas E.T., mais bon, quand même. Et Del Toro, parce que vous allez penser au labyrinthe de Pan sur plus d'un point, forcément, avec ce monstre qui n'est pas vraiment méchant ni gentil, qui peut représenter beaucoup de choses, voilà, mais qui permet ici au héros d'avancer et de grandir. Donc on est là, et le souci par moment, c'est qu'il y a trop certains poncifs qui veulent nous trop expliciter certaines choses qui, dans les écrits de Patrick Ness, sont mais dans une forme de subtilité et en même temps un message que tous les enfants peuvent comprendre, assez remarquable. Bon là parfois, par exemple la musique, pourtant excellente, hein, de Fernando Velázquez, qui avait déjà composé pour Bayona, qui fera aussi la musique de Crimson Peak pour Del Toro, entre autres, est trop appuyée à certains moments où tu n'en as pas besoin. Mais bon, ça passe. Par contre, évidemment, sur le plan visuel, alors, bon, la mise en scène est à peu près, on va dire, sans fioriture absolue dans le monde réel, quoique il y a des petits moments sur le montage, quand on voit qu'il dessine son rapport à l'imagination et à l'art, et qui renvoie d'ailleurs à la mer, hein, aussi. Ça, c'était pas trop dans le bouquin. Hein. Il y a un petit ajout ici sur le côté artiste du jeune héros, côté transmission, héritage aussi quand même, et lien qu'il a avec sa maman. Mais oui, c'est super minutieux et c'est super bien géré dans les gros plans quand il dessine et tout. On voit que Connor, en fait, il est vraiment plus là, hein. Mais il est dans son monde, jusqu'au bout, et en étant dans son monde, ça va le ramener à la réalité, avec le lien avec la mer, tout ça. De toute façon, tout est super bien géré, d'où le rajout avec le rapport artiste quand même, pour la finalité, j'en dis pas plus, mais vous comprenez si vous avez vu le film. Puis Bayona, voilà, il excelle là-dessus, surtout aussi sur la mise en scène. Alors c'est bref, j'aurais aimé que ça soit un peu plus poussé par moment, mais bon, les histoires sont rapides aussi en même temps, hein. Mais sur les plans animation des 2 premières histoires, voilà, alors je vais pas aller dans les détails, hein, je vous laisse découvrir le film si vous l'avez pas vu, mais on a cette idée du conte, voilà, raconté, donc de l'histoire dans l'histoire, dans un autre format, donc animation superbement mise en place, comme si c'était vraiment d'ailleurs les créations de Connor lui-même, dessin, peinture, donc ça fait sens. Et on voit d'ailleurs à ce moment-là la cruauté potentielle de l'humanité, mais aussi le fait est que parfois on prend des décisions qui nous dépassent à cause de nos émotions, et que la vie n'est pas juste. Voilà, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Et ça c'est très fort parce que c'est un vrai message universel, c'est que parfois on cherche le bon ou absolument le méchant envers quelqu'un, envers une situation, mais c'est plus compliqué, toujours. Hein. L'être humain est une bête complexe, comme le dit à un moment le monstre. Donc oui, nous sommes tous face à notre culpabilité, à nos erreurs, à nos choix, et à un moment, oui, on n'est pas exempt de tout reproche, et c'est normal, c'est ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes, vivants mais imparfaits. Donc il y a tout ça, cette idée-là de rite de passage, très bien géré, donc l'animation est parfaite.
avec les histoires auraient peut-être donc pu être plus développées et tout, mais bon, en même temps. Et voilà, les transitions, très très bien. Puis l'animation du monstre aussi extraordinaire, ça. Là, on est vraiment dans quelque chose qui fait à la fois peur et qui excite notre imaginaire. Donc là-dessus, quelques minutes après minute, une vraie réussite esthétique. C'est une réussite aussi donc dans ce que ça raconte, dans le message passé. Mais donc du coup, j'ai lu le bouquin entre-temps qui fait que le film en lui-même rajoute-t-il quelque chose en plus? Pas forcément, si ce n'est donc ce lien entre le fils et la mère encore plus puissant. Le rapport à la grand-mère aussi qui est très intéressant dans le film, alors que dans le livre ça peut être évasif, mais là, bon, Sigourney Weaver en plus, on sent quand même que c'est triste la relation, la non-relation entre le petit-fils et la grand-mère, mais à un moment, bah, ils ont quand même ce point commun là, hein, la maman. Donc oui, c'est... le seul vrai bémol en fait dans l'adaptation, c'est le rapport au père, qui était beaucoup plus intéressant dans le bouquin, rapport à l'Amérique, qu'il l'appelle un petit peu comme un Américain et tout, mais là, bon, c'est trop léger, trop en surface. Et limite, on le voit trop, le père, ici, par rapport au livre, je trouve. Voilà. Je trouve, bah, c'est bizarre. Mais bon, peu importe, hein, c'est juste un ressenti. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quelques minutes après minuit, c'est peut-être une bonne façon de finir 2023, alors pas forcément dans la joie et la bonne humeur, non. Mais j'ai choisi ce film parce que bah, il compte pour moi et que je voulais lui offrir une nouvelle lecture après avoir pris connaissance de l'œuvre d'origine, c'est intéressant. Est-ce mon Bayona préféré? Je ne sais pas maintenant, il faudrait que... Voilà, je revois The Impossible notamment, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est puissant. Oui, il y a des émotions qui peuvent être simples sur le papier, mais qui découlent d'un cheminement complexe, et c'est celui donc de l'humanité. Donc tout ça est en nous. Voilà, le côté universel là-dessus, même si vous n'avez pas vécu un drame tel quel, étant jeune et tout, au-delà de cela, si vous laissez parler votre humanité, ce film va vous marquer, et l'histoire au sens large également. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, et on en discute bien sûr, probablement du coup l'année prochaine, quand je les lirai. Allez, je vous dis à la prochaine, bah, à l'année prochaine du coup. Ciao!